Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, votre talk sur le sport local. C'est le printemps, il fait beau, les températures commencent à remonter tout doucement et nos chroniqueurs sortent de leur tanière pour faire du sport pour briller cet été sur la plage. Ils sont 4 autour de cette table, présentation en musique. On commence à ma droite, son corps, il le travaille tout au long de l'année sur son vélo. C'est un pistard qui a été champion d'Europe et qui sera peut-être un jour champion du monde. Le capitaine Yann Dujarrier, pistard au club de Vélizy 78, est avec nous. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous Yann ? Super forme. Donc vous travaillez votre corps toute l'année. C'est pas 15 jours avant d'arriver sur la plage qu'il faut se réveiller en se disant « Oh là là, j'ai quelques kilos en trop, j'ai quelques bourrelets ». L'équilibre alimentaire se fait sur la semaine et l'équilibre physique se fait sur toute une année, bien sûr. Bon, vous revenez quand même d'une séance de musculation juste avant l'émission, je tiens à le préciser. C'est ça. On passe de l'autre côté, musique. Il adore monter sur son cheval torse nu à travers la campagne yvelinoise dès l'arrivée du printemps. Cheveux au vent, on le surnomme dans cette émission le Zorro yvelinois. Ladies and gentlemen, senior et señorita, Raoul Cotré-Dautré, cavalier international, est avec nous. Comment allez-vous, Raoul ? Et vous, Mickaël ? Moi, super. Ça va très bien. Très bien, ça y est, je suis torse nu, les cheveux au vent, tout va bien. C'est une légende ou pas ? Non, c'est vrai. C'est vrai, je me rhabille juste pour venir chez vous, mais sinon, ça y est. Donc pour les filles, on peut le voir du côté de plaisir. Hein, oui, c'est ça, dans toutes les haciendas du coin. Voilà. On passe de l'autre côté, musique. Il travaille son bronzage sur les terrains de rugby ou les parcours de golf dès l'arrivée des beaux jours. C'est pour cela qu'il paraît toujours en très grande forme, comme aujourd'hui. Notre Russell Crowe à nous, Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles, est avec nous. Salut Mickaël, salut à tous. Comment allez-vous, Pierre ? Eh ben, en pleine forme au pluriel, on va dire, parce que nous, chez les rugbyman, on prépare l'année plutôt au resto et au bar. De temps en temps, en prépa physique. Et voilà, en forme. Bronzage au top, en tout cas. Bronzage au top, toujours là, c'est l'avantage des activités en plein air, ouais. On termine de l'autre côté, musique. C'est une petite nouvelle dans cette émission. C'est une enfant des Yvelines, mais son cœur est en Afrique avec l'association SOS Gazelle. Elle est également coach mental et elle organise chaque année le célébrissime Tea Break qui réunit de nombreuses personnalités. Véronique Chaplin est avec nous pour cette grande première. Comment allez-vous, Véronique, pour cette grande première ? En super forme, ravie d'être entourée de charmants jeunes hommes. Ravie d'être dans les Yvelines et je rentre du Sénégal, donc la patate et le sport au quotidien. Alors vous faites du coup chaque année le Tea Break, qu'est-ce que c'est ? Rapidement. Le Tea Break, c'est un rassemblement de sportifs de haut niveau, d'anciens sportifs qui encadrent des jeunes. Et l'objectif est double. On a une compétition amicale de golf, mais avec ces champions, il y a toujours le côté compétition qui revient, et avec un titre de champion des champions annuel, qui est détenu par Laurent Blanc. Et à côté de ça, on fait des Olympiades, où on invite des écoles, des Yvelines, et ils sont encadrés par les champions avec différents ateliers, boxe, rugby, foot, cette année le basket, avec des vrais conseils, tant sur le plan du sport, mais également l'alimentation, le mental, le bien vivre ensemble, etc. Et à l'issue de tout ça, il y a une grande fête et des enchères caritatives de maillots et d'objets, et 100% des dons sont pour l'association. Voilà. Oui, Pierre Chevalier est un grand amateur, justement, d'enchères. Grand amateur, et pour avoir déjà participé à un Tea Break, c'est vraiment un... Et à l'achat des maillots également ? L'organisation des enchères qu'on avait fait à l'Open de ouais. France à l'époque. Et c'est vraiment un super événement extrêmement convivial, caritatif en plus, qui ne gâche rien. Donc c'est un bel événement, que ce soit au golf ou parfois au tennis. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler d'apnée avec un record celui d'Andy Cabrera Avila. Il a respiré moins de 5 minutes en 6 heures pour la bonne cause. Nous ferons également un coup de projecteur sur le partenariat entre le département des Yvelines et le Tour de France. La grande boucle passera par le 78 jusqu'en 2023. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler rugby dans ce talk. On commence ce tour d'horizon de l'actualité sportive dans le département par une note très positive. Le Rugby Club de Versailles a fêté ce samedi 23 mars la montée en Fédéral 3 devant ses supporters dans une ambiance électrique comme vous pouvez le voir sur ces images. Et les joueurs leur ont fait plaisir en l'emportant 37-12 face à Clichy. Leur 16e victoire en 16 matchs disputés. On écoute le ressenti du capitaine du RCV. Il était sur notre plateau. Le club avait tout fait pour que ça soit une grande fête en jouant le samedi soir et ça a permis à tous ces jeunes là, de venir nous voir jouer, les gens de l'école du rugby, les parents, les dirigeants, les partenaires, donc c'était une super fête et ça on s'en souviendra je pense toute notre vie de joueurs. Raoul, ils vont s'en souvenir toute leur vie
à votre avis? J'imagine que oui, c'est une année forcément qui va rester dans les annales. Je discutais tout à l'heure en backstage avec Pierre qui me disait que c'était pas arrivé depuis 15 ans, une quinzaine d'années, c'est ça? C'est même jamais arrivé. Voilà. Donc il arrive tous les 15 ans, tous les 15 à peu près. C'est ça. Donc forcément, ils vont s'en souvenir. Ça reste un très beau souvenir. Là, il y avait beaucoup de pression parce qu'ils ont démarré. On les attendait très fort parce que ils ont commencé par une grosse victoire dès le début. Et la question était de savoir s'ils allaient ne pas se reposer sur les lauriers et poursuivre sur cette lancée. Ils l'ont fait avec beaucoup de maturité. Donc ouais, ils vont s'en souvenir et j'espère que la relève s'inspirera de cette belle épopée. En tout cas, les grands acteurs de cette soirée étaient les joueurs, bien sûr, mais également les supporters. On était avec eux dans les tribunes. Leur montrer que le rugby c'est vraiment une famille et ici Versailles c'est vraiment une famille, on a monté ça pour eux parce qu'on est trop fiers du parcours qu'ils ont fait et c'est incroyable et juste là je suis en kiff intense, j'ai déjà plus de voix, il reste encore plus des 3/4 du match mais ça vaut le coup de fou. On est joueurs et supporters, c'est pour les copains qu'on fait ça, nous on adore ça, la fête 3 l'an prochain ça va être le feu, ça va être dingue, on va se déplacer dans tout le quart nord-est de la France, ça va être terrible. On va emmener l'ambiance partout, on va chauffer la Normandie, Lille, Nord-Pas-de-Calais, tout ça, on est ensemble, allez. Yann Dujarrier, qu'est-ce que vous en pensez de ces supporters surexcités? Moi j'adore et c'est vrai que j'y pense toujours, c'est vrai qu'on a quand même un esprit très chauvin chez les Français et c'est très bien qu'à petit niveau, parce que voilà, on est quand même aujourd'hui en dessous chez les Versaillais apparemment également. Et ouais, voilà, mais ça reste très local et voilà, de pouvoir et de vouloir défendre et d'encourager ces athlètes, et ben je pense que ça leur fait chaud au cœur et il y a il y a certainement une partie du résultat qui est aussi pour leur rendre hommage et pour leur donner du plaisir au maximum. Voilà, ça, on le dit souvent, ce sera le 16e homme au rugby, quoi. Véronique, vous êtes d'accord avec Yann? Fondamental, le lien avec le public, etc. Quand on est sur un terrain de sport, pour avoir fait du tennis compétition ou un marathon, se sentir soutenu, ça fait, voilà, le mental est important. Et quand derrière il y a un public, c'est le lien humain finalement qui est là. La machine repart, ouais, très important. Ça les pousse encore plus à se dépasser? Ah mais totalement. Et dans tous les sports, c'est vrai. Les énergies, on ressent cet enthousiasme derrière le champion ou l'équipe. Et souvent, ça fait le petite chose qui fait la différence au final. Pierre Chevalier, c'est quoi l'histoire finalement de ce groupe d'ultra qui a investi les tribunes versaillaises? On va dire que c'est l'étincelle qui a allumé un énorme feu, c'est-à-dire que ce sont au départ un groupe de copains de joueurs qui se sont réunis pour monter ce collectif il y a 1 an et demi à peu près, et qui a été complété au fur et à mesure par les joueurs blessés par exemple, ou les joueurs qui ne sont plus, dans le cadre de leur travail ou de leurs études, disponibles pour jouer régulièrement. Puis ça a grossi, et finalement ils ont été présents à chaque match, j'insiste, à domicile et à l'extérieur, pour encourager notre équipe, et ça a amené au fur et à mesure un nouveau public très familial, parce que ça reste bon enfant, ça reste assez loin de certains clichés peut-être un petit peu plus négatifs qu'on peut trouver dans d'autres sports. Je n'en vise aucun, bien sûr. Et ça donc a ramené des familles, des enfants. Et là, l'apothéose, c'était samedi dernier. Effectivement, pour fêter la montée, pour fêter le bouclage d'un projet de 3 ans qui nous emmenait d'honneur après la descente en 2016 jusqu'à l'objectif de remonter en Fédéral 3 et surtout de le baser, ce projet, sur de la formation, c'est-à-dire d'intégrer un maximum de joueurs formés au club dans les équipes seniors. Cette année, on a à peu près une petite dizaine, un petit peu moins, une petite dizaine de joueurs juniors montants de l'année dernière qui jouaient soit en réserve, soit en première, et donc qui ont participé activement à cette montée-là. Donc c'est tout ce projet qui prend du sens. Et là, c'était l'occasion, en avançant le match du dimanche au samedi, de pouvoir remercier l'ensemble des acteurs impliqués, et surtout nos jeunes, l'école de rugby, le pôle jeune, de pouvoir les faire participer à cet énorme événement et à fêter la montée avec les seniors, avec un match réserve gagné haut la main et un match de l'équipe première qui a été gagné un petit peu plus difficilement, mais qui nous maintient dans la série de 16/16 là, actuellement. Alors je rappelle que pour l'instant, Versailles n'a pas encore remporté de titre.
Ils ont seulement réussi, l'équipe a seulement réussi à conquérir la montée. Ils disputeront ensuite le championnat de France, des playoffs de fin de saison pour caricaturer, en quelque sorte, Pierre Chevalier. Alors la question sur ce thème, est-ce que cette saison restera gravée, quoi qu'il arrive, dans l'histoire du club? Oui ou non? Vous votez. Alors Véronique, non, le rouge forcément, et le vert pour le oui. Je vais dire pour le polémique. Alors on fait un petit duel entre Raoul et Yann Dujarier? Alors, on va laisser Raoul. J'ai l'impression d'avoir répondu à la question quelques minutes avant. Elle restera gravée dans l'histoire du club, quoi qu'il arrive. On m'a demandé est-ce qu'elle allait marquer l'histoire du club. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de titre. Pour moi, c'est cette succession de victoires qui me surprend le plus. Donc oui, plus que de savoir déjà la montée en F3 et puis surtout le fait d'avoir survolé le championnat à ce point. Pour moi, oui, c'est bon. Si c'est du jamais vu, pour moi, ça reste déjà gravé. Pas plus compliqué. Pour moi, elle sera gravée et elle sera magnifique seulement si on finit avec un titre. Voilà, que ce soit déjà premièrement le titre régional. Et puis, alors l'apothéose, ce sera le titre national, bien sûr. Mais chaque chose en son temps. Finissez en remportant déjà les 18 matchs. Voilà. Comme ça, on reste sur une bonne dynamique et une bonne dynamique de victoire. Et puis, on enchaîne tranquillement avec l'Île-de-France. Et là, en effet, à partir du moment où l'Île-de-France sera fait, je pense que ce sera une très belle saison. Pourquoi est-ce que je mets cette nuance? C'est que qui restera gravé dans l'histoire. Et pourquoi je mets cette nuance? C'est vrai que je pense que réussir à faire les victoires consécutives plus un titre derrière, ce sera très difficile. Il est possible de faire 14, 13 victoires et puis d'être champion et derrière d'être champion régional. Là, s'ils enchaînent les deux, ce sera vraiment mémorable. Et là, ils resteront gravés à vitam aeternam dans l'histoire du club. Véronique, qui vous a convaincu? Yann Dujarier ou Raoul? Raoul, pourquoi? Gravé. Pardon? Les petits pipés, elle avait dit vert comme toi. Je cherche des excuses. Non, gravé parce que cette victoire d'affilée, on va arriver à 18, mais surtout, l'état d'esprit qui règne, ce qu'on voit, les images et du public et des joueurs. Ça va traverser les générations, ambiance comme celle-là. Oui, c'est des émotions et puis c'est le début d'une histoire. Exactement. Et on se souvient toujours du début. Le point de départ, la première année, les basiques sont très importants. Donc oui, gravé. Les fondations. Voilà. On a trouvé un nouveau binôme sur cette émission. Pierre Chevalier. Véronique, je pense que tout le monde a raison. Moi, je mettais non par souci un petit peu polémique et par exigence. Désormais, on sait qu'on a un groupe de qualité depuis le début de la saison. On ajoute à ceci le fait que ce soit la dernière saison pour certains membres de l'équipe première notamment, donc qui vont prendre leur retraite des terrains à la fin de cette saison-là. Donc là, une fois que l'objectif majeur de la saison était atteint, c'est-à-dire la montée en Fédéral 3, ce qui est déjà arrivé plus d'une fois au club, bien sûr, c'est vrai qu'il y a cette nuance de peut-être potentiellement 18 victoires sur 18 matchs, qui serait historique et jamais vu. Mais vu le potentiel du groupe, vu l'ambiance qu'il y a, ils ont de quoi s'écrire vraiment une belle page qui restera gravée en allant chercher d'abord le titre de champion d'Île-de-France. Ça se jouera entre le 21 et le 28 avril, demi-finale. Et puis après le championnat de France. Alors là, c'est effectivement une autre paire de manches parce qu'on va rencontrer d'autres équipes qui sont invaincues, notamment dans le championnat régional Auvergne-Bourgogne et puis dans la Nouvelle-Aquitaine également. Il y a deux équipes qui sont encore invaincues. Donc là, ça sera compliqué. Évidemment, pour graver dans le marbre, il faut des titres, il faut des coupes. Et ce groupe, on a réellement la possibilité. Donc vous êtes exigeant avec les joueurs. On est devenu exigeant. Ils nous ont donné énormément de bonheur. On sait qu'ils sont capables. Ils ont envie de le faire. Donc oui, on est devenu exigeant. On vous le souhaite en tout cas de remporter 2 titres pour cette fin de saison. Je vous propose maintenant de retenir votre respiration. Le franco-cubain Andy Cabrera Villa a réalisé un nouveau record à la piscine de Saint-Cyr-l'École. Après avoir nagé en apnée dynamique pendant 6 heures et 12 heures ces dernières années, cette fois-ci, il n'a respiré que 4 minutes et 12 secondes en 6 heures en apnée statique. Ce dimanche 24 mars, on écoute Andy Cabrera Villa. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de bruit à côté. Et c'est non-stop, on se lance plus. C'est difficile, mais bon, je suis content de l'avoir fini. Je n'ai pas une grande capacité pulmonaire, donc je joue avec ma force de volonté. J'essaie de garder mon mental et de penser à comment un petit état de Cuba peut devenir un grand enfant de France. Votre ressenti sur cette performance, Véronique? Hallucinant. Et quand on sait que la respiration, l'oxygène, c'est la base du sportif, de l'être humain déjà en général,
Ça vous impressionne? Vraiment, respect. C'est même surprenant. Pierre Chevalier. J'avais même pas compris le titre en le lisant. Je croyais qu'en gros, il avait fait d'affilée, en gros, des longueurs, par exemple, jusqu'à 4 minutes de respiration. Mais là, c'est ce qu'il faisait avant, en fait. Là, il fait de l'apnée statique. 4-5 minutes. Alors qu'il est spécialiste de l'apnée dynamique, à la base. J'ai même du mal à me représenter la possibilité. Ouais, parce qu'il sort Énorme Comme on a pu respect. le voir sur les images, il énorme respire respect pour à peu l'athlète. près moins d'une seconde, en fait. À deuxième chaque, moment, il sort, il à chaque retourne levée, dans, toutes tu les 1 minute 20, comme on peut le voir voilà, sur l'image. Il va relever la tête dans un instant pour respirer. Voilà, il vient de respirer. Parce que dans ces cas-là, moi, même dans le petit bain, je me noie, moi. Yann Dujarrier, vous qui êtes adepte des grandes performances. Bah oui, on va encore parler de Xavier. C'est vrai que j'aurais dû lui passer un coup de fil pour Xavier Delpy, qui est également voilà, qui apnéiste. est un très bon copain à moi. Et j'aurais dû l'appeler pour avoir des informations sur cette performance. Le temps me l'a pas permis, mais c'est vrai que ouais, non, moi ça m'impressionne. J'avais pas compris non plus de la manière dont il avait pu le faire, mais de toute façon, voilà, même juste se dire il a respiré 5 minutes sur 6 heures, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Une force de caractère, une force d'esprit, quelqu'un d'admirable. Voilà, je pense qu'il mériterait à être un peu plus connu et reconnu parmi tous les sportifs, tout simplement. Raoul, quel est votre avis sur cette performance? Couper le souffle. À couper le souffle. Non, mais vous l'aviez préparée celle-là avant de venir non, sur l'émission. elle m'est venue en quelques secondes. C'est cette dimension aussi du sport que j'aime, c'est savoir se battre contre l'adversité et créer des exploits, mais aussi quand on arrive à un point où le sportif ou même l'équipe arrive à repousser les limites de l'organisme humain, quoi, et à battre des records. Là, c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus. Comme des records de vitesse ou autres, ça c'est... Et finalement, c'est quoi le plus impressionnant? C'est le mental dans ce type de performance, Véronique? Oui. On le voit, il est resté statique pendant 6 heures sans sortir de la piscine. C'est le mental finalement qui joue? Oui. Vous qui êtes coach mental, c'est un exemple à prendre? Dans tous les sports amateurs ou professionnels, qu'est-ce qui fait la différence? Techniquement, tactiquement, etc. Il y a beaucoup de champions. Mais au final, les suprêmes, c'est le mental. Et là typiquement, c'est un mec extraordinaire. Le coup de l'aileron très bel sur exemple. le dos, c'est un petit. Alors justement, c'est Dauphin. On va amener vers une transition. Justement, son record a été également pour la bonne cause. Il s'est lancé ce défi pour dénoncer la maltraitance des animaux marins dans les parcs aquatiques. On l'écoute. Tu me mets dans la peau d'un dauphin qui doit vivre en liberté et nager 5 km par jour et se nourrir des poissons vivants. Alors être toute la vie à perpétuité emprisonné simplement pour les plaisirs des hommes, c'est pas juste. Donc je pense que le message il est là. La question sur ce thème, comprenez-vous sa démarche? Oui ou non, de rester dans une cage pour dénoncer la captivité des dauphins notamment? Oui. Allez, sujet suivant. Véronique? On ne peut qu'approuver, c'est exemplaire. Effectivement, il mériterait qu'on parle plus de lui, c'est bien d'en parler aujourd'hui. Et voilà, c'est... Ouais. C'est par ce type de record qu'on peut sensibiliser les gens, à votre avis, Yann? Malheureusement, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur un très bel aquarium qui a été fait au Japon avec des moyens colossaux par un milliardaire japonais. En effet, c'est vrai que pouvoir voir des comment ça s'appelle, des mammifères, des poissons, des mammifères marins, des poissons de toutes sortes, comme ça, en se promenant dans des allées, pour nous, c'est formidable. Mais c'est vrai que on pense pas toujours pas la qualité de vie, parce qu'ils n'ont plus de qualité de vie, mais à la vie de ces animaux, même si c'est vrai que des dauphins aiment être au contact de l'homme et pouvoir faire des shows, ça les amuse et ça reste un plaisir pour eux. C'est vrai que là, j'ai une copine qui est partie en Martinique, qui a fait une photo parce que les dauphins sont venus nager à côté du voilier, ne serait-ce que ce matin, j'ai vu ça sur Facebook. C'est vrai que ils sont quand même mieux certainement dans leur milieu naturel. Je pense que nous aussi, on n'aimerait pas justement avoir ce type d'encloisonnement. Quand on est puni, quand on a fait une faute dans notre civilisation, on va en prison. Je ne pense pas que ces mammifères aient fait une erreur ou aient fait une faute pour se retrouver en prison derrière. Donc voilà, c'est le contrebalancement. Comment lutter
s'assurer que les conditions sont correctes et sont les meilleures pour ces animaux. Et puis, voilà, on a envie, la curiosité humaine fait qu'on a envie de les découvrir dans n'importe quelle condition. Mais je pense que le milieu naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas toujours faisable et c'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà, on a ces eaux aquatiques qui nous permettent cela, mais c'est vrai que c'est pas ce qui est idéal. Comment lutter? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne le faut pas? On peut pas le contrebalancer, on peut pas prendre de décision, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, quoi. Ça sera peut-être le thème. Désolé, d'un nouveau débat. Yann Dujarier avait besoin de vider son sac sur les parcs aquatiques. Pierre Chevalier. Précisément sur sa performance, je trouve qu'on ne parle pas assez de la finalité. C'est-à-dire que vous couvrez l'événement et vous êtes peut-être les seuls à le faire. Et le il y a également nos confrères de la presse locale également. Bon, et le message qu'il véhicule et sur lequel il se bat n'apparaît finalement qu'en fin de couverture, et on connaît la finalité et son objectif qu'à la fin. Donc même sur sa performance, on va retenir la performance physique et la performance mentale, physiologique qu'il réalise. Peut-être moins un petit peu sur le message, mais en tout cas, là on oublie le message, à votre avis? On ne l'oublie pas, mais il est pas suffisamment mis en avant. Après, c'est pour ça que j'ai fait un monologue de... Voilà, non, là c'est bon. Maintenant, on a rétabli l'équilibre. Mais est-ce que les autres le font pour autant pour véhiculer le message? Après, c'est pareil, c'est 6 heures d'effort pour que Yann Dujarier en parle 2 minutes à Télévision 18. Ça fait quand même très léger. Toujours 2 minutes de prix. Oui, mais... À vous, Raoul, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce message? D'utiliser son corps pour véhiculer un message? Je pense que de toute façon, il faut faire quelque chose d'un petit peu improbable ou inédit pour réussir à véhiculer un message sur lequel on n'est pas sensible. Donc je crois que c'était aussi stratégiquement une bonne tactique. C'est peut-être même aussi un sacrifice qu'il a fait, hein. J'imagine que 5 minutes en 6 heures, ça a dû être... il a dû passer aussi par, je pense, quelques moments de grande souffrance, et je crois qu'il s'est vraiment sacrifié pour passer ce message-là. Et le message est passé. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il faut continuer à faire la démarche que vous faites en ce moment, de mettre le coup de projecteur là-dessus et de le véhiculer, surtout ce message. Évidemment qu'il n'est pas encore assez passé, puisqu'il y a une société de consommation qui est existante et qui est encore sans limite vis-à-vis de ces espèces-là. Mais je ne crois pas que ce soit une raison pour arrêter ce genre d'action qui vise à améliorer la situation. Véronique, est-ce qu'il doit en faire un autre? Oui. Un autre record de ce type pour encore sensibiliser le grand public? Oui, qui viennent. Et 1, 2, 3, voire plus. Oui, et puis c'est toujours la même chose. Effectivement, on est dans une société de consommation où les vrais passionnés oublient la télé, les images, le marketing, etc. Alors qu'il y a des gens qui n'utilisent que ça. Lui, ça mériterait qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui l'aide pour médiatiser ça sur le plan national, international. Donc c'est un démarre, mais oui, il faut qu'il le refasse, et puis on sera là pour l'aider on va relayer. Retour sur Terre maintenant, on va maintenant passer à notre page coup de projecteur. On va parler de course à pied dans ce coup de projecteur. Le samedi 16 mars dernier, l'Éco-Trail de Paris était organisé entre l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Tour Eiffel. Un parcours de 80 km qu'a réalisé Fabien Parmentier pour la 12e fois. Cet unimontain a terminé à la 408e place avec une vitesse de 8,65 km/h. On l'écoute, il était sur notre plateau. C'est un petit peu la mode en ce moment, sortir de ma zone de confort, et puis effectivement essayer de repousser tout le temps un petit peu ses limites. Alors bon, je ne repousse plus mes limites sur l'Éco-Trail, mais du coup ça me permet de lancer un petit peu ma saison et puis effectivement de m'inscrire sur des courses un petit peu plus longues pour le reste de l'année, quoi. Un autre Inimontain a réalisé cette année son 2e Éco-Trail. Son nom, Sidi Diallo. Il a réalisé les 80 km après avoir passé tous les jours de la semaine à courir au minimum un marathon dans les Caraïbes. Il a terminé à une honorable 1580e place avec des micro-chaussures. On l'écoute. C'est une promenade avec un chaussure minimaliste parce que dans la forêt, la nuit, en fait, nous sommes des chasseurs, une espèce de chasseurs-cueilleurs, mais on chassait le jour et la nuit, nous étions le proie. Donc courir la nuit dans la forêt, c'est pas naturel pour nous les humains. Donc là, je l'ai fait avec des chaussures minimalistes. La question sur ce thème, sont-ils fous?
Oui ou non? Non? Oui? Oui. Alors, un petit duel entre Véronique et Yann Dujarier? Véronique. Véronique. Moi, je suis marathonienne. J'ai un gendre qui fait la diagonale du fou, les trails extrêmes, Max. Et oui, il faut être fou, mais... C'est sur l'île de la Réunion, c'est ça? Oui. Ouais, il l'a fait l'année dernière. Et il faut être fou dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut aimer des challenges complètement dingues. Pour avoir couru 7 marathons, ce gars-là qui fait 6 marathons d'affilée tous les jours. 7 marathons. 7 marathons. En 7 jours, plus l'éco-trail de 80 km le 8e jour. Le 8e jour. Il y a un film comme ça sur le 8e jour. Un marathon, on a beau dire, l'organisme est abîmé, il dit qu'il est cool, c'est épuisant. Et on va chercher dans des ressources extrêmes à partir du 30e. Il le fait 7 fois. Il y a en plus des blessures, etc., des micro-blessures, des hydratations, etc. Et c'est encore du mental. Faut être fou, mais fou... On a du mental dans les Yvelines. Oui, on a du bon mental. Non, fou dans le bon sens du terme. Yann Dujarier. Moi, j'ai dit non, pas fou, parce que vous avez dit sont-ils des fous? Je ne parlais pas de... rappelez-moi son nom. Sidi Diallo. Je ne parlais pas de Sidi. Je parlais de... Fabien Parmentier. Je parlais même de tous les participants. 80 km aujourd'hui pour des coureurs à pied, c'est quelque chose qui est maîtrisé dans le niveau du trail. Là où, pour moi, justement, on peut parler de fou, c'est sur la diagonale. Et ça, elle porte bien son nom. Là, c'est vraiment un effort de fou. Mais 80 km, voilà, c'est quelque chose qui se fait sur un timing de 10-12 heures pour des coureurs moyens ou des bons coureurs. Après, le reste, c'est des coureurs qui vont simplement vouloir aller au bout. Donc, on n'est pas obligé de se mettre dans un état de fatigue. Il faut finir avant tout. Il faut finir avant tout, bien ça. sûr. Et donc, c'est la préparation, c'est l'entraînement qui fait qu'ils sont capables de gérer ce type d'effort. Alors, deux possibilités. Alors, l'entraînement, oui et non. Fabien Parmentier disait sur notre plateau qu'il lançait sa saison et qu'il ne travaillait pas beaucoup pour préparer cet événement. Voilà, donc c'est là où je voulais venir. Soit c'est une habitude pour eux de faire ce type d'entraînement, parce que j'imagine que Fabien, à une période de la saison, il fait ce type d'entraînement quasiment tous les week-ends, ce type de sortie quasiment tous les week-ends, et donc pour lui, c'est du banal. Ou alors, c'est le pic de la saison, et donc ils se sont préparés pour être au top de leur forme sur ces 80 km. Donc pour moi, quand on s'aligne sur ce type d'effort, d'épreuve, tout doit être maîtrisé. On n'y va pas comme un 10 000 que l'on pourrait faire sans entraînement, où on va mettre 1h, 1h10, 1h15. Regarde, il fait 400 bornes. Ah non, mais je parle pas de Sidi. Je ne parle pas de Sidi. Je parle de tous les participants. Je parle bien de tous les participants. Sidi, pour moi, il est dans un monde à part. Il est sur sa planète. On en a déjà parlé et débattu ici. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Voilà. Et je pense que mais qui se veut ordinaire. Et qui dit que tout le monde peut réaliser 7 marathons en 7 jours. Et faire un éco-trail le 8e. J'avais la même impression quand moi j'ai commencé à avoir des résultats. Je disais, c'est mon entraînement qui fait que j'ai ces résultats aujourd'hui. Et maintenant, je m'aperçois que, en effet, c'est peut-être pas donné à tout le monde, parce que il faut pouvoir encaisser les charges d'entraînement, il faut pouvoir avoir le mental de se déchirer aux entraînements, de se déchirer sur les compétitions, de vouloir être dans l'adversité et de se remettre en question tout le temps. C'est pas donné à tout le monde, et donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, donc Sidi, en effet, je pense que c'est le même type d'athlète que l'apnéiste de tout à l'heure. Ils sont sur la même sphère dans leur domaine. Pierre Chevalier. Si on parlait sport comme le terme de l'émission, ce que je trouve fantastique en ce moment, c'est que c'est cette vogue et cette explosion de la... Je vais pas appeler la mode, mais cette explosion de la course à pied, que ce soit en gros sur les marathons, sur les semis, sur les petites courses, les plus petites courses de 10 km par exemple. C'est un peu une mode, sur 30% de cours en plus qu'il y a 15 ans. C'est phénoménal, parce que c'est le sport qui rentre chez vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est pas forcément très cher. Une bonne paire de running, bon après quand on se met à vouloir s'équiper, ça coûte vite cher. Mais je trouve fantastique cette pratique quasiment universelle du sport, avec en plus quelques images comme ça qui permettent d'emmener quelques personnes handicapées sur les courses. Donc ils sont fous sur le dépassement de soi. Dans ma carrière avec mon presque quintal, j'ai fait un marathon, un finisher marathon. Je sais ce que ça coûte
de la préparation. Je sais ce que ça coûte en termes mentaux, comme le disait Véro, sur les ressources à aller puiser. Là, 80 km en trail, jour et nuit, et aller monter la Tour Eiffel à la fin. Et puis, toutes ces courses, quand on prend l'Ironman, le Marathon des Sables, la Diagonale des Fous, je pense qu'ils sont fous dans l'objectif d'aller se dépasser. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on y arrive, quelle que soit la performance. Hein. Moi, j'ai fait un temps ridicule, mais j'étais allé au bout. Et ça, c'est pour tous ces sportifs qu'on pourrait appeler ces sportifs du dimanche, le dépassement de soi leur caractérise une petite folie, mais elle est agréable à pratiquer, cette folie. Mes dernières questions sur ce thème. Finalement, quand on regarde bien les courses qui sont proposées actuellement, des 80 km, des 100 km parfois, est-ce que le marathon, finalement, ne devient pas obsolète quand on voit, par exemple, un éco-trail comme celui-là, et qu'il y a de plus en plus de coureurs qui viennent s'inscrire sur ces courses et qui disent à la fin « je suis venu pour m'entraîner », finalement, Raoul? Non, parce qu'il y a aucun format de course qui n'est obsolète. Le format de course, il a son intérêt et son côté singulier en fonction de la manière dont on la court. Donc... c'est pour moi aucune distance, aucune course proposée ne devient obsolète. C'est de la manière dont on a de se comporter au sein de cet effort-là qui va le différencier des autres ou dans l'histoire ou voilà. Mais sur le point que soulevait Pierre, c'est vrai que moi aussi, ça fait plusieurs déjà émissions que je salue cette nouvelle mode. Ça fait 10 ans et c'est même grâce. En général, je suis plutôt à dénoncer l'effet des réseaux sociaux qu'autre chose, mais c'est vrai que c'est devenu un effet de mode et tout le monde se montre beaucoup à faire du sport, etc. Et même les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est obligé de se sentir un peu obligé d'aller à la salle de sport, de courir, d'avoir des running un peu fluo, tout ça. Moi, pas forcément, mais en tous les cas, en général, c'est plutôt néfaste ce qui se passe d'un point de vue social. Et de ce côté-là, non, les gens font beaucoup plus de sport que par exemple il y a 10 ans. Et ça, je le salue assez. Tu as raison, c'est la course à pied et le crossfit, qui sont deux activités qui sont typiquement très en vogue, liées sur l'émulation des réseaux sociaux. Il n'y a pas eu autant de salles de boxe fréquentées qu'en France en ce moment. Et même par rapport au format des courses, moi à chaque fois que vous me posez la question, parce qu'il y a des courses qui sont réservées qu'aux femmes ou des courses qui sont réservées aux roux, aux blonds, n'importe quoi, je le dénonce jamais. Je me dis que de toute façon n'importe quelle course, à partir du moment où elle est créée, elle incite à courir, est bonne quoi. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. Et on va justement parler boxe dans notre focus du jour. Plutôt. De la boxe dans ce focus, Tony Yoka, originaire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, champion olympique, sera de retour en juillet après une suspension d'1 an. Vainqueur de ses 5 premiers combats chez les professionnels chez les lourds, le boxeur de 26 ans veut maintenant se tester au meilleur. Il envisage même de combattre contre l'actuel champion invaincu, le Britannique Anthony Joshua, fin 2020, début 2021. Si ses prochains combats sont concluants, on en saura plus dans les prochains mois. La question sur ce thème, est-ce que ce combat arrive peut-être trop tôt ? Il reste à peu près 1 an et demi. Oui pour Véronique. Non. Trop tôt ? Non. Non. Est-ce qu'il arrive trop tôt ? Non pour vous ? Non. Un petit duel entre Pierre Chevalier et Raoul ? Raoul, vous êtes seul contre tous. Oui. Sur cette alors, tu t'y connais mieux en boxe. Je l'avais. Oui, mais l'exercice est difficile parce que je suis un grand supporter de la boxe anglaise en France. Et qui plus est dans les Yvelines parce que je fréquente une seule scène yvelinoise et Tony est yvelinois. Mais le problème de Tony Yoka, c'est qu'il fait partie d'une génération où on n'a certainement jamais connu une catégorie poids lourd à l'échelle internationale aussi relevée. Entre Anthony Joshua, Wilder, Fury et même en France avec Carlos Takam et Duhaupas, c'est très difficile pour Tony Yoka de se frayer un chemin. Après, c'est quelque chose que j'avais déjà dit aussi précédemment. Le problème des JO, c'est que ça met certains boxeurs amateurs sur une certaine scène et ça met un coup de projecteur sur eux, alors que on est quand même très très loin de la réalité de la boxe professionnelle. Le titre olympique, faut savoir que c'est un titre amateur et qui pourrait évoluer. Qui peut évoluer, mais d'ailleurs tous les grands champions sont passés par là, voilà, et ça reste un bon passage obligatoire et préparatoire. Mais on voit très souvent des boxeurs olympiques briller et ensuite jamais les voir avoir un titre international.
La route est longue pour lui parce qu'en plus, c'est pas le mieux classé français. En fin de compte, Tony Yoka, c'est peut-être le plus connu, mais il y a deux boxeurs, deux challengers devant lui, et dont un, Carlos Takam, qui a perdu contre Joshua, et une revanche lui est promise. Donc déjà, et puis qui en plus sont des boxeurs quand même d'une meilleure trempe, quoi. Et la différence d'âge entre Joshua et Tony Yoka, elle est 3 ans à peine. 3 ans, 29 ans pour Anthony Joshua et 26 ans pour Tony Yoka. C'est compliqué. C'est d'abord compliqué d'avoir un titre, et ça, moi je vois pas comment ça pourrait se passer. Et en plus d'avoir un combat, parce que je veux dire, un monsieur comme Joshua, un boxeur comme Joshua, c'est quelqu'un qui fait des choix aussi, des choix financiers et stratégiques. Et lui, il n'a pas encore réunifié sa ceinture. Il a, pardonnez-moi l'expression, mais d'autres chats à fouetter pour l'instant. Et d'ici à ce que la porte soit ouverte pour Tony Yoka, puis il a que 5 combats professionnels. Attention, 5 combats, attention à l'expérience. 4 victoires par KO. Il faut voir les 40, oui, mais il faut voir les 40 Joshua, premiers mondiaux. 22 victoires en 22 combats, dont 21 victoires par KO. Ah ouais. Et Wilder, c'est 40. Voilà, on voit certains. Wilder, oui, certains là, c'est quand même Klitschko, hein. Klitschko qui a encore sa licence. Donc bon, et Wilder, c'est 40 combats, 38 victoires, 37 KO, quelque chose comme ça. Donc, en tous les cas, il y a encore des preuves à fournir. Est-ce qu'il reste un peu de place après tout ça dans ce combat sur ce ring? Vous êtes un petit peu le Tony Yoka contre le Anthony Joshua sur ce plateau. Peut-être encore plus amateur. Non, moi il y a 2 points qui me marquent là-dedans. Le premier, c'est l'évolution de la carrière de Yoka qui est partie très fort, et effectivement Raoul le rappelait, sur un titre olympique qui ne veut sûrement pas dire la même chose qu'une carrière professionnelle. Et le deuxième point, c'est je dirais, une opération reconquête pour Tony Yoka. Sur le premier point, il est parti. Il a été suspendu 1 an, je le rappelle, pour ne pas s'être présenté à 3 contrôles antidopage. Et bon, si on prend ce deuxième point en premier, c'est que il n'est pas trop tôt justement pour se remontrer et puis pour aller glaner à nouveau de l'expérience. Il a eu un an de parenthèse, aller se frotter au meilleur, quitte à redescendre sévèrement du ring et à tomber KO sur ce combat-là, s'il arrive à le monter, s'il arrive à s'aligner, ça sera jamais du perdu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rattrape du temps perdu. On sait de quelle manière il l'a perdu sur cette année de suspension. Là aussi, ça sera à gommer et à effacer. Donc, il est jamais trop tôt pour démarrer. Après, finalement, il n'a raté que 1 ou 2 combats sur une année. Voilà, mais bon, le plus tôt sera le mieux. Donc c'est pour ça que je réponds non, c'est pas trop tôt. Et puis pour le premier point, reprendre un petit peu le fil de sa carrière, passer de ce statut d'amateur à professionnel, avec une mise en lumière qui a été effectivement extrêmement rapide pour lui et sa compagne, tout de suite après les titres olympiques. Maintenant il était d'entrée attendu au tournant. Il a pas eu le temps d'éclore. Il a quand même un gros potentiel au niveau amateur. Maintenant, il faut savoir ce qu'il vaut. Donc il n'est pas trop tôt pour aller se confronter au meilleur, quitte à tomber de haut le cas échéant, mais ça sera pour repartir encore plus haut et se relever. Yann Verrier, qui vous a convaincu? Pierre Chevalier, Anthony Joshua, Tony Yoka. C'est difficile de départager. Raoul est connaisseur et donc a très bien défendu. Moi, j'ai le même avis que Pierre, c'est-à-dire que il doit aller vite. Non, pas vite, parce que je suis désolé, on est en 2019, on est début 2019, on nous parle d'un combat en 2020, voire 2021. Ça veut dire si tout va bien. Si tout va bien, donc ça veut dire encore 2 voire 3 ans avant de pouvoir monter sur le ring face aux champions du monde. Ça veut dire que entre temps, il a le temps de pouvoir taper encore d'autres adversaires qui vont lui. Et moi, je lui souhaite même de perdre un combat, parce que dans la défaite, il va apprendre encore. Ce ne sera pas une défaite, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'apprentissage et ça lui servira pour la suite. Donc alors s'il y arrive comme Joshua avec que des victoires, tant mieux, parce que c'est très sympa de gagner tous les dimanches, bien sûr, donc de gagner tous les matchs. Et c'est vrai que dans la boxe, malheureusement, on combat pas tous les dimanches, on combat 2-3 fois par an grand maximum. Donc
que oui, c'est très bien s'il peut le faire, mais il faut que ça se fasse par étapes. Il faut aller d'abord, gravir les échelons et donc montrer qu'on est capable et qu'on peut mériter l'honneur de combattre contre le champion du monde. Voilà. Mais en effet, de toute façon, avec la couverture médiatique qu'il a aujourd'hui, avec ce titre de champion olympique, avec ce qu'il dégage, parce qu'en plus il a un capital sympathie, ce garçon quand même. Bien sûr. C'est ça, le déséquilibre est là aussi. Et voilà, et donc... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'attentes justement, Raoul aussi? En ce qui le concerne, Tony Yoka. Beaucoup trop de médias, beaucoup trop finalement, de bruit ça pour peut le desservir finalement dans un combat contre Anthony Joshua. Et il se met lui-même en avant en annonçant qu'il veut le combattre. C'est un sportif de haut niveau, mais pour l'instant il y a beaucoup trop d'engouement par rapport au nombre de combats et à la classe de boxeur auquel il a fait face. Voilà, moi je l'attends avec une face à face à un vrai adversaire, parce qu'aujourd'hui il a combattu, il a pris 5 mecs qui sortaient du coin de la rue. Attention, Cyril Léonet était champion de France quand même, donc il a battu un champion de France quand même, enfin un ex-champion de France. Mais d'ailleurs c'est le seul grand boxeur qu'il ait battu, et pareil, c'est grand boxeur national. Par contre, ce que tu disais est très juste au niveau de la défaite, le fait d'avoir une défaite pour... le seul problème, c'est que malheureusement maintenant, la boxe c'est surtout un business, et en général quand on perd très tôt dans sa carrière, on devient tout de suite, on passe du rang des ceux qui sont inintéressants, et donc la défaite, effectivement, je lui souhaite pas non plus, parce que alors là, ça le rayerait de la carte définitivement, malheureusement, parce que c'est aussi vraiment, vraiment un business. Alors pour vous, Véronique, il fallait y aller tout de suite, c'est ça, la même chose. Il faut ce combat entre Anthony Joshua et Tony Yoka. Oui, il y a la raison et il y a le cœur. Maintenant, pour avoir suivi des carrières de boxeurs comme Souli Sissoko, Souli Mbaye, Hassan Ndam, etc., moi je pense toujours que tout est possible, et je continue à dire il y a la raison parce que il y a le côté technique, etc., les vraies compétences, mais aussi si le gars l'annonce et qu'il a vraiment envie, et tout est possible, et en 2 ans... Il a une chance de gagner? Oui, pas aujourd'hui, mais quand il va se préparer, tu montes pas sur le ring si tu viens pour gagner. Bien sûr qu'il a des chances. Tony, si tu m'écoutes. Effectivement, c'est 2 hommes qui se battent, donc bon, voilà. Mais tout est possible dans le sport. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on aime. Pas tous en même temps. Il n'y a que 3 ans entre les deux. Mais bien sûr que la maturité chez les poids lourds, elle arrive encore plus tard. On est bien d'accord. Des Tyson ont combattu très tard et étaient très brillants très tard. À 19 ans. Oui, mais il a combattu aussi très très longtemps derrière. C'est ça que ce que je veux dire, c'est que c'est des combats qui... Il y a le niveau de boxe aussi. Bon. Mais donc Tony a encore du temps, mais voilà, tout ça doit se faire dans l'apprentissage, et l'apprentissage se fera simplement s'il combat contre des adversaires, des vrais adversaires. Je suis obligé de vous couper. Bien sûr. Yann Dujarier. Mais faites-moi le sujet. On passe maintenant à notre rubrique débat. Du cyclisme dans cette page débat, le Tour de France passera par les Yvelines au minimum jusqu'en 2023. Les organisateurs et le département ont signé une convention en ce sens ce mercredi 20 mars. Objectif, préparer les Jeux Olympiques 2024 avec notamment un départ en 2023 du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. On écoute le président du département, Pierre Bédier. Toutes les épreuves cyclistes, qu'elles soient à l'intérieur du vélodrome ou à l'extérieur, le BMX, le VTT, le vélo sur route, tout se tient dans les Yvelines. Il était donc pour nous logique de préparer ce très grand moment. On ne reverra pas les Jeux Olympiques en France avant des décennies. Et donc, le département veut monter en puissance. Alors pour les organisateurs, ce partenariat avec les Yvelines marque une continuité dans l'histoire du Tour de France. On écoute les organisateurs. Le Tour de France, dès sa première édition en 1903, est passé sur le territoire des Yvelines, c'était la Seine-et-Oise à l'époque, juste avant l'arrivée de la dernière étape. Et c'est d'ailleurs le vainqueur du Tour de France, du premier Tour de France, Maurice Guérin, qui avait gagné cette étape-là. Donc il y a un tas d'histoires qui se sont passées dans le département, d'une échappée formidable de Bernard Hinault avec son rival hollandais Joop Zoetemelk, voilà, jusqu'aux dernières éditions. Pour cette première collaboration dans ce partenariat, Rambouillet a été retenu comme ville départ de la dernière étape vers Paris le dimanche 28 juillet. Une première depuis 2012. Après Rambouillet, le peloton devrait passer par la vallée de Chevreuse, Jouan-Josas, Buc, avant de quitter le département à Vélizy, à Villacoublay. La question sur ce thème, est-ce que ce partenariat est logique? Oui ou non? Oui. Véronique, vous êtes incertaine. Alors pourquoi?
Pourquoi vous êtes incertaine? Alors, toujours le cœur et la raison. Moi, j'ai travaillé quelques années sur le Tour de France cycliste. Le Tour de France cycliste, c'est une grande fête familiale. Toute la France vibre au son du Tour de France. Même ceux qui disent non, si. Ça permet de traverser, de découvrir notre pays, notre belle France. Et rien que pour ça, cette grande fête populaire, je dis oui. Après, on sait que on est dans des sports, il y a de l'argent en jeu et il y a des coûts, etc. Ça coûte trop cher? Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais c'est vrai qu'il y a un engouement. Vous avez travaillé avec ASO notamment. Ouais. Donc ça coûte très cher. Diane Dujarier. Moi, je suis super content. C'est mon sport et on me l'amène à la maison. Formidable. Et en plus, le départ de la dernière étape, le jour où les gars sont là pour faire la fête, c'est-à-dire que vous pouvez aller discuter avec eux, ils seront tous super détendus. Moi, j'ai eu la chance de me retrouver au moment, avant le départ fictif, au milieu du peloton avec ma tenue normale, j'étais en civil, à discuter avec Sandy Cazard à l'époque, et voilà, et c'était la dernière étape, tout le monde est beaucoup plus détendu, c'est le bonheur. Donc super, voilà, les gamins qui sont dans le coin pourront aller voir les champions et pouvoir partager avec eux. Le Tour de France, on parle d'exploit, c'est vrai que 3000 km en 3 semaines, aux allures auxquelles ils les font, c'est loin d'être facile, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr que les gars sont préparés pour le faire, mais tous ne finissent pas malgré le niveau de préparation. Il y a des chutes, il y a des chutes, il y a des blessures, il y a plein d'événements, il y a des maladies, il y a plein de choses. Donc voilà, faut être vraiment un guerrier pour finir le Tour de France. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même devenu banalisé. Aujourd'hui, faire le Tour de France, on le voit tous les ans et on se rend pas compte. Et pourtant, ça reste un effort surhumain. Pierre Chevalier, décor. Le décor, ouais, moi je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent sûrement ce partenariat-là avec les Yvelines, de raisons qu'on ignore sûrement globalement. Mais la première, on en parle souvent ici dans cette émission, c'est le formidable décor naturel que les Yvelines offrent, en vallée de Chevreuse notamment. On est toujours dans les petites courses amateurs, comme dans les grandes courses dont les départs sont pris dans le département, à parler justement de la beauté et quasiment du côté fait pour des routes des Yvelines pour ce type de course. Je suis pas un grand fan de cyclistes, mais je sais que les Yvelines proposent un décor absolument unique, et le fait de l'institutionnaliser et de le garder jusqu'à Paris 2024, à mon avis. C'est un département télévisuel, c'est ça? Ouais, exactement, spectaculaire, télévisuel, et c'est très bien pour les Yvelinois. Véronique en parlait au départ. C'est cet événement populaire qu'est le Tour de France, et qui a habitué les Yvelinois à avoir ce type d'événement et de voir la caravane passer. C'est très bien s'il l'est encore pour quelques années. Ouais. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez? Je partage exactement le même avis que Pierre. C'est vrai que les Yvelines, c'est propice au spectacle tant esthétique que sportif, avec également ces dénivelés et ces terrains qui offrent de l'émotion sportivement parlant. Ils vont arriver à se renouveler chaque année? C'est très riche comme région, mais on en parlait, tu pourras me le dire Yann, mais on a parlé déjà d'une course qui allait démarrer aux Brévières. Paris-Nice, on en parlait déjà, voilà, des Brévières, et justement les Brévières avec plein d'endroits assez méconnus mais très très charmants, les haras nationaux entre autres. On a vu une super étape dans les Yvelines en plus à cette occasion quand même. Moi, je pense le vent a aidé, mais on a vu une très très belle étape sur Paris-Nice. Départ de Saint-Germain-en-Laye, vous voulez dire, pour la boucle dans les Yvelines, pour arriver jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Pour arriver à Saint-Germain-en-Laye, on a vu une super première étape où il y en avait partout. C'était génial, du cyclisme à l'ancienne, moins de, au courage. Ouais, mais au courage, allez, c'était quand même, c'est pas des grosses étapes. Des grosses étapes justement de Saint-Germain-en-Laye. Les mecs avaient 130 km, donc pour eux c'est, pour un cycliste
Un cycliste 130 km, un gars qui est licencié, 130 km, c'est pas grand chose en course. Vous savez, même si je sais pas s'ils se renouvelleront à chaque fois, quand le plaisir est intense, on ne s'en lâche jamais. C'est vrai. Voilà. Non, puis plaisir. Il y a la grande course, tu sais, le village le matin. Là, vraiment, c'est l'occasion parce que on voit les cyclistes, on voit les équipes derrière, etc., les mécanos, on voit les partenaires. Donc voilà, c'est un rassemblement populaire autour d'un sport et ça c'est chouette, c'est franchement chouette. Moi, ce que je vais apprécier énormément, ça va être il va y avoir un départ à Versailles et ça a été fait il y a une petite 5-6 ans, je dirais. 2013. 5-6 ans. 2019, 2013, je donne la date précise, Yann Jarrier. Merci. Devant le château. Voilà, c'était devant le château. C'est des belles images, quoi. Voilà, c'était super sympa. Donc, non, tant mieux. Et donc, il y aura un départ jusqu'à 2024. Il y aura certainement un départ à Versailles. 2024, ce sera le départ du vélodrome de Saint-Quentin. Donc, c'est génial. Voilà. Je pense que si je mets quelques villes, si je réfléchis, je coche quelques villes, je devrais pas me tromper. Je les aurai pas dans l'ordre, mais je pense que je connais les villes de départ qui serviront de départ pour les Yvelines. Et il y a une histoire également dans les Yvelines. Christian Prudhomme le rappelait. Le premier Tour de France est passé par les Yvelines pour la dernière étape. Sûrement sur les mêmes 1903. exactement pour les mêmes raisons qui font qu'il s'y est installé et qu'il s'y installe encore pour de nombreuses années. Il y a une logique, on va dire, historique également. C'est complètement logique et c'est à la fois la proximité. Alors quand on parle de la dernière étape du Tour de France, la proximité de Paris et des Champs-Élysées joue évidemment beaucoup, mais c'est ce décor naturel et spectaculaire qui fait qu'on a exactement le décorum qu'il faut pour de belles courses. Il y a l'accessibilité aussi des Yvelines par rapport au fait que le Tour de France, les dernières étapes se jouent dans le sud et donc on arrive quand même assez rapidement par chez nous. Après, ça pourrait être l'Essonne, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le même, attrait et pas la même si le Tour de France était parti de Montgeron, la première édition, mais ils n'ont pas la même histoire que les Yvelines peuvent avoir avec le Tour de France, en effet. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol peut-être à mettre quand même sur le fait que ça soit dans le même département chaque année, la dernière étape, comme on peut le voir, les Yvelines vers Paris, Véronique, que ce soit une étape, comme le disait tout à l'heure Yann Dujarrier, une étape pour l'honneur, pour fêter ce Tour de France, que ça ne soit pas finalement une étape compétitive. Une vraie étape. Oui, Yann le disait, l'avantage c'est que c'est décontracté pour le public, donc pour les Yvelinois, ils vont en profiter. Maintenant, c'est sûr que sur le plan purement sportif et vraiment compétitif, c'est joué. On sait. Ça fait partie maintenant, c'est la tradition. Le dernier Tour de France qui s'est joué sur la dernière étape, malheureusement, en plus on s'en souvient dans le mauvais sens, c'était Laurent Fignon face à Greg LeMond. Voilà, ça s'est mal fini, donc il vaut mieux. Maintenant, ça n'empêche que la course, quand on est sur les Champs-Élysées, les mecs ils sont pas de cadeaux. Finalement, est-ce que vous parlez des Champs-Élysées, Yann Dujarrier? On ne parle pas des Yvelines. Finalement, on dit l'arrivée sur les Champs-Élysées. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche que on a pendant toute l'étape, parce qu'aujourd'hui France TV couvre du départ. Moi je me souviens quand j'étais jeune, on couvrait pas du départ de chaque étape. Pendant tout le mois de juillet, on arrivait quand les coureurs avaient déjà fait 50, 100 km parfois selon les étapes. Aujourd'hui on couvre du départ, du premier kilomètre jusqu'à l'arrivée. Du coup, sur la dernière étape, un petit coup de projecteur sur les Yvelines avec nos routes d'entraînement, parce que il faut pas oublier que la vallée de Chevreuse le dimanche, on prend quelques coups de klaxon, mais c'est quand même dès qu'il fait beau à partir du mois de mars, et même pendant l'hiver, vous avez même tous les jours toujours les acharnés, mais c'est vrai que le dimanche. Et bizarrement, on prend plus de coups de klaxon quand on roule en semaine que le dimanche. Dimanche, on a l'impression que les automobilistes acceptent que les cyclistes soient là. Mais c'est vrai que c'est nos routes d'entraînement, on les connaît par cœur et on apprécie de pouvoir voir les cyclistes, enfin les professionnels rouler sur nos routes. Même sur le plan international, on en parle du Tour de France. Du coup, ça fait une bonne visibilité pour les villes départ. Comme Rambouillet par exemple cette année. Il y a pas photo sur la visibilité, puis c'est mythique le Tour de France, et comme Roland-Garros, il y a quelques événements majeurs qui sont incontournables. Les plus vus, c'est les JO et la Coupe du Monde. Après, c'est le Tour de France et la Ryder Cup en numéro 3. Mais nous, on est tous les ans, alors que les autres, c'est tous les 4 ans. Voilà. Dernière question,
il y a le Tour de France qui sera organisé tous les ans dans les Yvelines, mais également le Paris-Nice qui est organisé depuis 10 ans dans les Yvelines. Est-ce que ça ne fait finalement pas trop de cyclisme dans les Yvelines? Est-ce que ça ne brouille pas un peu trop les pistes? Non, parce que je pense que est-ce que les Yvelinois ne peuvent pas se désintéresser de la course finalement en ayant trop de cyclisme? J'ai pas trop de cyclistes dans mon entourage, mais je trouve qu'en général ce sont des gens assez mordus. C'est un sport qui est quand même assez national. Donc voilà, il n'y a jamais trop de vélo pour les cyclistes. Non, je pense qu'au contraire, c'est un sport qui ne fait jamais de rassasier. Voilà. Pierre, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ça, bon, encore une fois, je suis pas le plus bon amateur, le plus jamais meilleur trop de amateur vélo. Non, mais il n'y a jamais trop de sport. Non, mais je trouve que oui. Paris-Nice, jamais trop de sport. la même année. Je suis d'accord avec Raoul. Jamais trop de sport, même si c'est du vélo. Ça c'est dit. Le sport rassembleur. Véronique, jamais trop de vélo. Jamais trop de vélo, jamais trop de sport. Sport rassembleur, au-delà des différences, je pense qu'en ce moment, par les temps qui courent, heureusement que le sport est là pour... voilà, c'est vraiment... c'est fédérateur, c'est ce qui nous unit tous. L'amour et le sport, et l'amour du sport. Yes. On va terminer sur cette belle phrase de Raoul Cotré-Dautré. Et on va terminer par une citation également de la tenniswoman américano-tchèque Martina Navratilova, vous la connaissez, je suppose, qui a remporté 18 tournois du Grand Chelem. Celui qui a dit gagner ou perdre, peu importe, a déjà perdu. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.